Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Magali et bienvenue à vous. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, Maxime, Michael, Olfa, Julien et Amélie, tous les 5 libraires à dialogue, nous partagent leur dernier coup de cœur. Et pour commencer, c'est Maxime de la boutique manga qui nous emmène avec son titre dans un univers cyberpunk décalé. Alors, le coup de cœur de l'équipe pour ces dernières semaines, et une très bonne sortie de ce mois de mai, c'est Badox. Un manga extrêmement personnel, mais extrêmement efficace, et ce pour les meilleures raisons du monde. C'est un manga édité chez Kyun, des gens sympas qu'on aime d'amour, publié et écrit par Takeda Toriumon, une série en 4 tomes, qu'elle mérite d'être assez rare, puisqu'on peut faire court et étant parfaitement impactant. C'est l'histoire de 2 jeunes gens qui n'ont absolument pas de chance. Dans un monde de fantaisie urbaine, où il y a des créatures fantastiques, mais dans un cadre urbain plutôt glauque, plutôt sale, on va vraiment dans des ambiances cyberpunk un peu crado, et bien c'est des gens qui ont non seulement pas de bol, parce que notre protagoniste, non seulement a été abandonné par ses parents, qui se sont suicidés après lui avoir laissé une gigantesque dette, qu'il est plus ou moins condamné à payer 30 ans après, et ben on en est réduit littéralement de vendre son âme au diable, qui ici prend la forme du syndicat du crime local, et donc de se faire dépecer de tous ses organes, moyennant menu expérience. Donc il se retrouve un matin, certes, la gueule de bois colossale, et avec un tube dans la nuque. Donc, quelque peu circonspect, il va s'allier avec Lisa, elle aussi réduite en esclavage dans le coin, qui elle n'a qu'une envie, c'est de mener à bien son plan pour s'évader. Et à 2, ils vont y arriver. À ceci près que rien ne se passe comme prévu, comme c'est souvent le cas, et dans leur cavale, ils embarquent une valoche avec plein de bifetons dedans, mais accessoirement un couffin. Et c'est pas de bol, parce que ce gamin-là, c'est le fils illégitime du fils du maire. Et on va les suivre dans leur cavale pendant presque 10 ans. Donc c'est un récit qui trouve le temps de placer vraiment son rythme et de présenter ses personnages avec une vraie finesse. On n'est pas que nos faiblesses ni nos tourments, on est avant et surtout ce que l'on choisit d'en faire. Et c'est précisément le propos de l'auteur ici. C'est un manga éminemment personnel sur ces aspects-là, puisque c'est très bien gratté, c'est extrêmement cinétique, donc vraiment le mouvement est systématiquement représenté sous ces aspects précis. C'est fluide et efficace, le travail des ombrages est particulièrement remarquable, ça évoque un peu le travail de Miura, avec plein de petits traits pour faire les textures ou autres. Mais ça reste extrêmement fluide et lisible. C'est vraiment un vrai régal. Le coup de cœur de l'équipe, donc, Badox, de Takeda Toriumon, édité chez Kyun. Retour au monde réel avec le coup de cœur de Michael, Le silence de Denis Lehane. Et rien de mieux qu'un petit extrait pour se plonger au cœur de ce roman. Sa fille la regarde droit dans les yeux, ce qui est d'une rareté absolue depuis ses premières règles il y a 6 ans, et son regard est en même temps plein de désespoir et d'aspiration. L'espace d'un instant, Marie-Pat voit une image d'elle-même dans ce regard. Mais quelle image? Quelle Marie-Pat? Cela fait combien de temps qu'elle n'a pas aspiré à quelque chose? Cela fait combien de temps qu'elle n'a pas osé croire quelque chose aussi fou que quelqu'un, quelque part, possède les réponses à des questions qu'elle ne peut même pas formuler? Jules détourne les yeux, se mord la lèvre, une habitude chez elle, quand elle refoule ses larmes. Je veux dire, où est-ce qu'on va, maman? La semaine prochaine, l'année prochaine? Tu sais, qu'est-ce que... Bredouille-t-elle. À quoi? Pourquoi on fait ça? On fait quoi? Aller à droite, à gauche, faire des courses, lever, aller se coucher, pour se relever le lendemain matin? Qu'est-ce qu'on essaie de... Tu sais, je veux dire, d'accomplir. Mon livre coup de cœur, c'est Le silence de Denis Lehane. C'est un roman qui paraît aux éditions Gallmeister. C'est un livre essentiel pour moi parce que ça fait 6 ans qu'on attend un nouveau roman de cet auteur phare américain, l'un des plus gros romanciers contemporains. C'est un auteur que tout le monde connaît pour au moins avoir lu ou entendu ou vu une adaptation cinématographique. C'est l'auteur de Mystic River, qui a été adapté par Clint Eastwood, de Shutter Island par Scorsese, donc rien que ça, déjà, ça doit évoquer quelque chose. C'est un auteur qui, pour moi, est l'un des plus grands auteurs contemporains parce qu'il parle à la fois de sa ville, Boston, mais aussi de politique, de social. Et puis là, avec ce roman, il va... nous raconter un événement historique en arrière-plan, qui est l'événement de 1974 à Boston, qu'il a connu enfant, en plus il avait 9 ans, donc il l'a vécu dans sa chair aussi. C'est ce qu'on appelle le buzzing, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui a décidé qu'une partie des étudiants noirs irait au lycée pour les blancs, et inversement. Donc c'est la période de déségrégation. Et ça crée évidemment un climat de chaos, des manifestations monstres, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, puisque ni les noirs ni les blancs ne veulent aller dans le lycée opposé, parce qu'ils savent qu'ils n'y ont pas leur place réellement. C'est juste une décision politique artificielle. Puis on a l'héroïne,
Marie-Pat Fennessy, une femme un peu en colère, elle a perdu son mari puis son fils. Elle est dure, son seul rayon de soleil c'est sa fille, Jules, qui a 17 ans. Tout bascule quand Jules disparaît. Toute la fierté des origines irlandaises de Marie-Pat remonte à la surface et Marie-Pat va se mettre à chercher sa fille désespérément dans le chaos. En fait, elle va se retrouver opposée à tout le monde, tout un système qui est en place dans les grandes villes américaines, c'est-à-dire un système qui met en lien le quartier, les mafieux, évidemment, qui sont là et pour aider la population, mais aussi pour faire du trafic. Donc c'est un système d'échange. Les mafieux, évidemment, sont en lien avec les politiques. Et au centre de tout ça, il y a sa fille qui a disparu. Et elle va se mettre à parcourir la ville et à affronter tout ce système, en fait. C'est ça aussi qui va faire de ce roman un grand roman noir, politique et social. C'est aussi pour ça que c'est un roman important. Et puis il y a l'écriture, évidemment, de Dennis Lehane, qui est magnifique, quoi. Donc c'est un gros coup de cœur qu'on attendait depuis longtemps. Pour ce prochain coup de cœur, nous écoutons Olfa, du rayon universitaire. J'ai choisi Mon métier aura du sens, écrit par Julien Vidal et édité chez Vibert. Julien Vidal est connu pour son podcast 2030 Glorieuse, où il met en avant des personnes qui œuvrent pour une société plus écologique, plus solidaire et sociale. Alors ce livre s'inscrit dans la continuité de ce podcast. Je porte le témoignage de celles et ceux qui ouvrent la voie et montrent l'exemple partout en France, quels que soient leurs âges, leurs milieux sociaux ou encore les causes qu'ils défendent. Au fil des pages, ils seront les preuves vivantes que vous n'êtes pas la première ou le premier à vouloir faire de votre vie professionnelle une source d'accomplissement personnel et collectif. Leurs métiers sont autant d'exemples des chemins enthousiasmants qui vous tendent les bras. Solène est horticultrice du social, Renaud est agent de convivialité, Marie est professeur en nature, Hubert est artisan upcycler, etc. Au total, ce sont plus de 30 personnalités inspirantes qui vous livreront un aperçu de ces métiers vivants. Donc c'est un extrait qui montre bien ce qu'a voulu mettre en avant Julien Vidal. Alors ce livre s'articule autour de plusieurs thèmes. Il y a les métiers pour faire mieux avec moins, ceux pour créer du lien avec les autres, et les métiers pour régénérer le vivant, ou bien ceux pour rêver en grand. J'ai aimé cet ouvrage car il offre une alternative à un modèle classique. Il nous prouve qu'il n'y a pas de fatalité à rester dans un modèle qui ne nous correspond plus. C'est vraiment, effectivement, se dire, voilà, je peux m'épanouir grâce à mon travail. Alors que pendant longtemps, on se disait, voilà, le travail, il est là pour avoir de l'argent, c'était plus alimentaire. Et puis, à côté, on avait des passions. Or là, c'est vraiment allier j'ai envie de dire la passion et puis surtout l'envie de faire quelque chose d'utile avec son travail. Après avoir lu tous ces témoignages, je me suis dit qu'il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des portes qui sont ouvertes. Et puis ces métiers qu'on voit maintenant alternatifs peuvent être des métiers communs plus tard, en fait, dans quelques années. En fait, je me suis dit, tout simplement, il y a de l'espoir. C'est un livre haut en couleurs et particulièrement enchanteur que Julien va nous présenter tout de suite. Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh aux éditions Segers. Alors Segers est habitué à faire de très beaux ouvrages de poésie et là ils ont fait un livre un peu hybride qu'il faut absolument voir parce qu'il est très réussi. Tant les reproductions des ciels étoilés de Van Gogh sont juste magnifiques. Et Jean-Pierre Luminet, on le connaît beaucoup pour ses livres historiques autour de la science. C'est un scientifique de renom spécialisé dans l'astrophysique et l'astronomie. Donc ce livre en fait essaye de comprendre comment Van Gogh a peint ces cieux. Sont-ils réels? Sont-ils fictifs? Est-ce que lorsqu'il peignait à telle date, est-ce qu'il représentait effectivement les astres, les étoiles qu'il pouvait voir à ce moment-là? Et donc c'est passionnant. Mais qu'on soit astrophysicien ou pas, c'est vraiment très, très accessible. Il y mêle enquête et vérité historique en s'appuyant sur des registres, notamment l'exactitude des cieux le jour où Van Gogh a peint. Et donc, c'est une enquête qui se lit comme un roman. Au fur et à mesure des pages, on a vraiment le rendu. C'est ce que j'aime dans ce genre de livre. On est un peu frustré si on n'a pas les tableaux. Mais en fait, quand Jean-Pierre Luminet nous
parle vraiment des détails de ces tableaux, il y met au fur et à mesure. Tout ça se prolonge en y mêlant aussi des passages de sa correspondance. On connaît, Van Gogh a notamment écrit à son frère Théo. Et donc voilà, c'est un savant mélange entre exactitude scientifique, une plume romanesque un peu poétique, donc ce qui fait que Segers, je comprends pourquoi il est voulu éditer, et puis le côté pictural qui est un régal pour les yeux. J'ai choisi en fait un extrait de la correspondance de Van Gogh qui raconte l'attrait de Van Gogh pour les ciels étoilés. Il y a déjà plusieurs jours que j'ai commencé cette lettre jusqu'ici et je reprends maintenant. Et j'ai été interrompu justement par le travail que m'a donné ces jours-ci un nouveau tableau représentant l'extérieur d'un café le soir. Sur la terrasse, il y a de petites figurines de buveurs. Une immense lanterne jaune éclaire la terrasse, la devanture, le trottoir et projette même une lumière sur les pavés de la rue qui prend une teinte de violet rose. Les pignons des maisons d'une rue qui filent sous le ciel bleu constellé d'étoiles sont bleu foncé ou violet avec un arbre vert. Voilà un tableau de nuit sans noir, rien qu'avec du beau bleu et du violet et du vert, et dans cet entourage, la place illuminée se colore de soufre pâle, de citron vert. Cela m'amuse énormément de peindre la nuit sur place. On va rester encore un peu dans les étoiles avec l'album jeunesse proposé par Amélie. Moi, je vais vous prononcer mon dernier coup de cœur en album jeunesse. C'est un album qui s'appelle Bonne Nuit, qui a été écrit et illustré par Sang Kun Kim, qui est un auteur-illustrateur coréen. Et l'album est publié par une toute nouvelle maison d'édition jeunesse qui s'appelle Sans Dessus Dessous. Dans l'histoire, on va suivre une petite fille qui s'appelle Célestine. Et Célestine, elle n'arrive pas à dormir. Donc elle va aller rejoindre Petit Lapin qui est sur la lune. Et les deux amis vont être rejoints ensuite par d'autres animaux qui n'arrivent pas non plus à trouver le sommeil. Toute la petite troupe va jouer dans le ciel et avec les étoiles, mais à un moment donné, le sommeil arrive. Tous les amis vont faire un très beau cadeau à Petit Lapin dans le ciel pour que celui-ci ne se retrouve pas tout seul. On est sur une belle histoire, tout en douceur, qui est parfaite pour accompagner les enfants au moment du coucher. On va faire un beau voyage au pays des étoiles, et c'est sublimé par de très belles illustrations en double page dans des tons bleutés. On le conseille à partir de 3 ans. J'ai beaucoup aimé le trait qui est un peu tout doux, vraiment qu'enveloppe, je trouve, au niveau de la lecture. Le fait que parfois on a une double page avec pas beaucoup de détails, mais vraiment un grand fond bleu, juste un petit personnage qui se balance au bout d'une étoile. Et pas forcément beaucoup de texte, mais c'est très poétique. C'est très beau, et ils ont fait du beau travail sur les livres, autant au niveau du contenu que de la partie fabrication. Ça plaît aussi aux adultes. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Maxime, Mickaël, Olfa, Julien et Amélie. Vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast, et bien d'autres encore, sur notre site librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le partager et surtout, en parler autour de vous. Et à très vite pour de nouvelles découvertes.